Chers internautes, mesdames et messieurs, merci de prendre ce rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'albinisme, notamment de la vie des personnes atteintes d'albinisme au Bénin et notamment en Afrique. Nos invités œuvrent dans leur domaine à leur protection et au respect de leurs droits, surtout ceux d'être reconnus, aimés et protégés comme tout citoyen, comme tout Béninois ou comme tout Africain. Monsieur Roueterou Franck Roussa, il est traducteur et activiste social. Il est président de l'ONG Divine Connection Worldwide. Monsieur Roussa, bonjour à vous. Bonjour, madame. Il est sur ce plateau avec Monsieur Bonaventure Dosoumon. Il est journaliste et activiste social. Monsieur Dosoumon, bonjour à vous. Bonjour, madame la journaliste. Chers invités, aujourd'hui, comme je l'annonçais, nous allons parler des personnes atteintes d'albinisme. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir les personnes atteintes d'albinisme, monsieur Roussa? Une parfaite définition, ce serait de me regarder. Une personne atteinte d'albinisme, c'est une personne comme tout autre et qui a la peau comme moi, les cheveux comme moi, les yeux comme moi. Un blanc? Ouais. Ah non, faut pas vous rire. Mais c'est comme ça. C'est un blanc. Il n'est forcément pas blanc parce que la couleur blanche, quand même, c'est connu. Mais la peau, la couleur de la peau n'est pas noire comme c'est le cas pour les autres qui ont la mélanine. Nous n'en avons pas. C'est pour cela que nous avons ce teint-là. D'accord. Bon, désolé si j'ai posé la question directement à M. Roussa, mais ce n'est pas pour l'attaquer. Monsieur Dosoumon, comment est-ce qu'on doit encore mieux les décrire au-delà de la couleur de la peau? Qu'est-ce qu'il y a à savoir des personnes atteintes d'albinisme? Merci, madame la journaliste. Comme vient de le dire monsieur Franck, l'albinisme est souvent défini comme l'absence d'un pigment appelé souvent la mélanine. Et donc, ce que moi j'ai dans ma peau qui fait que ma peau est de teint d'ébène, Franck ne l'a pas. D'accord. Est-ce que j'ai... ça fait que mes cheveux sont noirs, Franck ne l'a pas. Les cheveux roux. Oui, donc c'est le manque de cette substance qu'on appelle la mélanine qui fait juste la différence. Oui, qui fait la différence. Et donc ça se constate également au niveau des yeux. Donc ce qui manque au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau des poils, au niveau des yeux, notamment au niveau de l'iris. Cette couverture qui est au fond des yeux. Ce que vous dites. En fait, cette membrane ne se voit pas comme ça directement, c'est au fond de l'œil. Donc, ça fait que ils ne voient pas comme nous. Ils ont cette peau fragile. Ils ont de difficultés à passer au soleil. Donc, confrontés, je vais poser la question pour voir si la difficulté là. Au problème des plaies de peau, oui, également au problème de la clairvoyance, de la vision. Donc, c'est surtout ça. Monsieur Roueterou. Voilà. Non, j'aime bien votre nom. Roueterou. Voilà. Alors, de toute façon, vous n'avez commis aucun crime pour les personnes qui se demandent qu'est-ce que le prénom veut dire. Il n'a commis aucun crime. Il a juste une peau différente de la nôtre. Est-ce que véritablement vous vivez cette difficulté que M. Dosoumon vient d'énumérer? Affirmatif. Toute personne atteinte d'albinisme a les problèmes de vision à cause du manque de mélanine à l'intérieur de l'œil. Toute personne atteinte d'albinisme a un problème avec le soleil. C'est-à-dire, nous sommes super photosensibles. Des gros mots. Bon, photosensible, ça veut dire que nous sommes sensibles à la lumière. D'accord. Sensibles surtout à la lumière et au rayon solaire. Ça nous fait mal. Ça chauffe? Ça chauffe et ça brûle. Ça brûle et ça fait des lésions. Et même si les lésions se cicatrisent après, ce n'est pas... C'est un récit à rebondissement, c'est-à-dire à mesure que nous grandissons, ces parties qui ont des lésions, qui ont eu des lésions par le passé, peuvent développer le cancer de la peau, c'est-à-dire des plaies qui ne se curent pas et qui... C'est pas... Lorsque on attaque ça vite, on peut l'enlever et puis ça continue et la vie continue, mais quand on n'attaque pas ça vite, ça peut traîner jusqu'à amener à la mort.
C'est vrai qu'on veut parler de la protection, de la promotion, de la valorisation des personnes atteintes d'albinisme. Mais bon, comme on est en Afrique et au Bénin, j'ai une question. Il paraît qu'il y a des... traditionnellement, hein, je ne sais pas si c'est possible de le dire, il y a des soins particuliers qu'il faut vous faire, il y a des choses qu'il ne faut pas vous donner, voilà, des totems. C'est vrai? Je ne suis pas là pour dire à quelqu'un de ne pas respecter son totem, mais je voudrais dire ici, sur ce plateau, que le seul totem de la personne atteinte d'albinisme, c'est le soleil. D'accord. Les gens peuvent avoir... Vous savez, nous avons... En Afrique et même un peu partout, hein, même dans le monde, c'était comme ça. On veut chercher de compréhension à ce qu'on ne comprend pas. Et donc, on peut dire, bon, faire des totems, les totems sont venus d'où? On croit que ceux qui sont atteints d'albinisme sont nés parce que ils ont un lien avec la divinité Lissa. Et ça fait que il y a beaucoup de totems, de rites, de cultes liés à ça. Et les cultes vont toujours avec les interdits. D'accord. C'est cela. D'accord. De toute façon, ce n'est pas le sujet de notre émission. C'est comment vous protéger qui est notre priorité. Je pense qu'il faut vous remercier, vous et toutes les autres personnes atteintes d'albinisme qui essayent vaille que vaille de montrer qu'ils sont capables de quelque chose dans notre société. Et parlons de cette société-là, Monsieur Roussa. Aujourd'hui, vous êtes activiste social, vous vous occupez plus de ces personnes-là. Quel était votre regard au départ sur les personnes atteintes d'albinisme? Bonaventure Dossoumo. C'est M. Roussa qui est devant moi. J'ai toujours eu envie de rester en compagnie des personnes atteintes d'albinisme. Je satisfais mon désir. Oui, c'est normal. Pas grave. J'avoue que, comme toute personne non atteinte d'albinisme, j'avais un autre regard sur cette couche de la société qui ont des difficultés. Comme beaucoup ne le savaient pas, et également comme moi, c'est parce que je suis beaucoup plus activiste aujourd'hui avec eux dans ce domaine pour défendre leurs droits que le regard a changé. Oui, que le regard a changé. Sinon, j'avais également ce regard de réserve. Réserve par rapport à quoi? Oui, parce qu'il y a cette confusion également que les gens faisaient qui me donnait également des troubles quand les gens disent qu'ils sont nés de divinités. Faut le croire parce ou non? Que avant je croyais à ça. Je croyais à ça. Maintenant vous ne croyez pas? Maintenant, oui, face à nos multiples recherches, à nos travaux de sensibilisation, ça m'a permis moi-même d'abord de changer de regard, d'appréciation par rapport aux personnes atteintes d'albinisme. Ouais, au contraire, moi qui disais, qui voyais à travers des personnes, des sous-hommes, ou bien des personnes à adorer, des divinités, ou des gens à qui il faut faire des aumônes pour avoir des bénédictions, pour s'enrichir. J'ai changé également de regard. Et ça m'a permis, ce changement de regard m'a permis de travailler à la sensibilisation davantage de ceux-là qui ne maîtrisent pas ces personnes-là. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement les problèmes de la vision, de la peau, que rencontrent les personnes atteintes d'albinisme. Suite à ces manques d'informations, à ces préjugés que les gens ont envers ces personnes, envers cette couche de la société, ils développent donc des discriminations. Ça entraîne des discriminations et ça fait que le plein épanouissement des personnes atteintes d'albinisme se voit entravé, se voit hypothéqué. Et donc, à travers des actions de sensibilisation, de communication... Votre regard a changé? Mon regard a changé envers cette couche de la société. Et ça m'a permis également de changer, non seulement mon regard a changé, mais ça m'a permis de changer également les regards d'autres personnes qui voient la même chose. Vous allez me dire comment vous avez fait tout à l'heure. D'accord. Monsieur Roussa, quel regard vous pensez que la société avait eu sur vous
Et sur vous aujourd'hui que vous luttez pour la défense de ces personnes-là? Bon, peut-être on va revoir un peu la question. Ce n'est pas que je pense qu'ils ont un regard. C'est j'ai vécu cela. D'accord. Allez dans votre vécu et dites-nous comment ça s'est passé. Un exemple? Je vais me rendre compte de ma différence lorsque j'aurai 3 ans et demi, quand j'ai commencé les classes. La maternelle? Je ne sais pas si c'est la maternelle ou bien le CI. En tout cas, j'étais vraiment passionné pour ça. Et j'aimais m'amuser avec les enfants de mon âge dans la concession où j'étais. Et quand on m'a amené à l'école, j'ai vu une petite fille du nom de Edwige et elle avait porté une tenue bigarrée qui m'intéressait vraiment. Donc je voulais m'approcher d'elle pour pouvoir toucher à la tenue, pour voir, un peu curieux que j'étais. Et Edwige a pris peur et a couru a commencé à pleurer, a couru jusqu'à aller s'agripper à sa maman. Et j'étais tellement choqué, j'étais tellement embarrassé. J'avais à peine 3 ans et demi, mais je n'ai pas oublié cela. Ça prouve combien j'étais vraiment embarrassé. Et moi-même, je me suis retourné pour aller me blottir dans les bras de mon papa, comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma peau est différente de la peau de Edwige et de beaucoup d'autres personnes dans l'école. Et c'est comme ça. Chaque jour, ou bon, chaque semaine, il n'y a pas de semaine qui passe où quelqu'un ne te lance pas un mot désobligeant, genre, il ne voit pas, regarde-le, ça c'est combien, ça c'est combien. Comme ça, chaque jour. Et même au niveau de l'école, je me suis fait lancer beaucoup de bouts de craie parce que je devrais me lever pour aller regarder chaque phrase au tableau pour revenir copier dans mon cahier. Ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été facile. De la maternelle, du primaire jusqu'à l'université, c'est comme ça. Maintenant que je suis activiste des droits humains, bon, beaucoup de personnes pensent que je bavarde pour ne rien dire parce que ce que je dis là... Personne n'écoute. Non, pas personne n'écoute. Personne n'a ce regard-là sur les personnes atteintes d'albinisme. Mais d'autres personnes voient la pertinence de ce que je dis. Ça, c'est la vie qui est ainsi faite aussi. Bon, la vie est ainsi faite, je sens un peu d'amertume, ce qui est normal. Parce qu'effectivement, on pense que vous êtes tellement différents. En fait, on ne vous voit pas comme des personnes à part entière, alors que vous êtes de la société. Et c'est vraiment difficile. Et puisque vous parlez, vous êtes mis dans l'action de sensibiliser par rapport à ce phénomène-là, qu'est-ce que les autorités en disent? Les autorités à divers niveaux, hein? Autorités. En tout cas, ça fait un peu plus de 5 ans que nous avons commencé à faire de l'activisme, mais notre activisme a eu la lumière dessus en 2014, je pense, 2014. Et depuis 2014, c'est le 27 septembre passé que nous avions eu vraiment quelque chose a changé? La présence des autorités à une de nos manifestations. Il s'agissait du plaidoyer pour une éducation inclusive des personnes atteintes d'albinisme au Bénin. Et ça, les autorités, ils nous ont écoutés. Et ils ont vu que ce que nous disions était quand même pertinent. Qu'est-ce que vous mettiez dans votre plaidoyer par l'éducation inclusive? Nous pensons que ce que nous avons dit, c'est ceci. Vous voyez, ce document, c'est écrit, c'est gros. Oui. Nous pouvons lire ça. Bon, même moi, je dois faire ceci avant de lire, mais je peux lire. Oui. Mais quand c'est plus petit que ça, on ne lit pas. Maintenant, est-ce que c'est bon d'écrire quelque chose à la taille 11 ou bien à la taille 12 et donner à quelqu'un qui est atteint d'albinisme avec quelqu'un qui n'est pas atteint d'albinisme, qui voit bien, avec... on donne 2 heures de temps pour terminer. Et lui ne termine pas, il dépose et vous venez, vous dites qu'il est incompétent. C'est pas vrai, c'est pas juste. Là, vous avez dû étudier dans ces conditions-là? Oui,
ça, moi je suis déjà cabri, moi je n'ai plus peur de couteau. Ah, grâce au soutien de vos parents, certainement. Mes parents, oui. Et puis quelques enseignants aussi qui, voyant que je ne vois pas bien, me donnaient la fiche ou bien me photocopiaient la fiche. Ils vous ont vraiment accompagné. Ils m'ont vraiment accompagné. Maintenant, l'autre chose que nous mettions dans notre plaidoyer aussi, c'est que les tableaux doivent être en noir. Il y a les inspecteurs qui disent que le tableau doit être en vert, alors que les personnes atteintes d'albinisme sont les seules personnes dans les classes qui ne voient pas du blanc sur du vert ou bien du rouge sur du vert. Et on dit que on doit mettre du vert. Nous, on a fait un plaidoyer, on dit que non, c'est du noir. En plus de ça, les enseignants doivent écrire gros et ils doivent parler lorsqu'ils sont en train d'écrire. S'ils ne le font pas, c'est que les personnes atteintes d'albinisme ou bien les personnes malvoyantes qui sont dans la classe sont lésées. Et à la fin des évaluations, on peut être dernier, on peut être avant-dernier et on dit qu'on ne fout rien, on n'est pas paresseux. C'est de la stigmatisation à double échelle. Monsieur Moussa, vous également, vous êtes activiste social. Monsieur Bonaventure Dossumon. Vraiment, monsieur Dossumon. Monsieur Dossumon, monsieur Dossumon, vous également, vous plaidez pour leur meilleure insertion, leur inclusion dans la société. Qu'est-ce que les gens vous disent quand vous allez vers eux, les populations, pour les sensibiliser? Qu'est-ce qui, selon eux, les rend si réticents? Qu'est-ce qui fait qu'ils stigmatisent autant les personnes atteintes d'albinisme? C'est des raisons probantes? Bon, quelquefois, c'est des raisons qui sont acceptées. Tirées par les cheveux? Vous dites? Des raisons tirées par les cheveux? Pas des raisons valables, c'est ça? Quelquefois. Bon, on peut juger un peu. Parce qu'on ne peut pas directement se mettre... Donnez d'abord les raisons superficielles et après les raisons évidentes, on va voir. Oui, on ne peut pas se mettre directement dans une position d'accusation de trucs là. Les gens ont une connaissance primitive de la chose, de la situation. Donc, il faut leur considérer cela. Pour autant que vous n'avez pas travaillé à leur apporter l'information, la vraie, à leur amener la connaissance, vous ne pouvez pas directement les accuser par rapport à ce qu'ils savent. Et donc, les gens se font toujours sur ce qu'ils savent. Quand vous apportez l'information, alors ils disent quoi? Alors, d'abord, quand on apporte l'information, lorsqu'on les sensibilise, qu'on travaille avec eux, beaucoup sont impactés, beaucoup sont vraiment contents. Et il y en a même qui se voient coupables. Nous avons eu des témoignages d'enseignants qui ont failli pleurer parce que simplement... Ils ont juste failli? Oui. Ils n'ont pas pleuré? Parce qu'ils ont été touchés simplement du fait qu'ils n'ont jamais su qu'ils étaient eux-mêmes à la base de la stigmatisation, de la déscolarisation de ces enfants. Les enfants étaient vraiment... L'enfant ne maîtrise pas, ils ne savent pas. L'enfant ne sait pas comment ça se passe, comment il va recopier ses leçons. Et l'enseignant, du fait qu'il ne maîtrise pas cette spécificité liée à cet enfant, cette différence liée à cet enfant, du fait que cet enseignant ne maîtrise pas et ne sait pas comment travailler avec cet enfant pour l'amener à travailler, amène souvent les enseignants à les opprimer, à les négliger et à les décourager. Vous voyez, comme l'a dit M. Franck tout à l'heure, l'enseignant écrit petitement au tableau, sur un tableau de couleur verte, et l'enfant est placé derrière, sur le banc derrière de la salle. Il est quelquefois obligé de se lever, il ne voit pas, il recopie doucement. Mais puisque l'enseignant ne connaît pas ce statut-là de l'élève atteint d'albinisme, il le considère comme un paresseux, comme quelqu'un qui ne veut pas travailler. Et ça fait que les enfants sont, surtout les élèves atteints d'albinisme, sont obligés d'abandonner les bancs, de fuir les écoles. Ouais. Et donc, il y a également l'environnement, la classe aussi. Parce que lorsque l'enseignant n'est pas informé, il y a les camarades également qui constituent des handicaps également pour leurs compères, pour leurs amis atteints d'albinisme. Ouais, lorsque l'enfant devrait aller au tableau, aller recopier et revenir s'asseoir, il va empêcher les autres de voir. Et donc, comme l'a dit M. Franck, c'est des jeux de craie, c'est des cris, quitte là, nous on veut voir, tu nous caches la vue. Et donc, l'enfant ne se voit pas protégé par l'enseignant.
Ni pas ses camarades. Ni pas ses camarades. Donc, et en dépit de tout ça, lorsque les compositions arrivent, il ne travaille pas. Il ne travaille pas parce qu'il n'avait pas auparavant fini de recopier les leçons. Et puis, il ne travaille pas et il échoue. Et il fait 1 an, 2 ans dans la même classe. Après, il passe et bon, au finish, les parents sont découragés parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne maîtrisent pas. Et puis, ben, on l'envoie, c'est pas quelque part en brousse ou bien... On a des exemples où les enfants sont envoyés au Nigeria. Et lorsque l'enfant n'est pas suivi dans le système éducatif, qu'est-ce qui va se passer après? Nous avons dit tout à l'heure que ces enfants, les personnes atteintes d'albinisme ont une peau fragile. Oui. Donc, il ne doit pas s'exposer aux rayons solaires. Mais il n'a pas étudié. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas faire les travaux de bureau. Il sera obligé de se retrouver au bord de la voie, en train de vendre de l'essence frelatée, en train de vendre des friperies, en train de... Et donc, ce que nous voulons éviter, qu'il ne s'expose pas au soleil, le problème revient. Il va développer des maladies de cancer de la peau, et sa durée de vie est ainsi réduite. Et donc, ça entrave le développement de notre pays parce que c'est une âme qui est appelée à servir également cette nation. Avant de continuer ce débat, nous allons prendre une courte pause publicitaire et on revient sur ce plateau. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa! À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, chers internautes, voilà l'instant pub. Si vous avez des annonces à faire, des publicités à faire, n'hésitez pas, rapprochez-vous de notre télévision, de votre télévision ESAE TV 6 à Bedjromede, c'est à Cotonou et c'est avec plaisir que nous allons vous accompagner. Et comme je l'ai annoncé à la dernière émission, un numéro est disponible désormais pour que vous puissiez nous joindre. Pourquoi pas participer à nos différentes émissions ici sur le débat, le 94 24 81 89. On revient donc sur ce plateau avec nos invités. On parlait de l'éducation inclusive des personnes atteintes d'albinisme. Monsieur Ouetté Oussa, vous avez eu beaucoup de difficultés tout au long de votre cursus scolaire. Est-ce qu'à un moment donné, ne serait-ce que, je ne sais pas, hein, je me permets de rêver, au niveau universitaire, les enseignants n'ont-ils pas compris finalement que vous étiez un peu vulnérable et que vous aviez besoin d'accompagnement, ou tout au moins la société? On ne devient pas conscient du jour au lendemain de quelque chose pour lequel on n'a pas fait des recherches, sur lesquelles on n'a pas fait des recherches. En fait, ce n'est pas les mêmes enseignants qui m'ont gardé depuis le primaire qui sont venus à l'université. Donc, c'était toujours là, c'était toujours comme ça. Comment vous avez fait pour avoir tous ces diplômes et être où vous êtes aujourd'hui? Ça force l'admiration. Bon, c'est vous qui le dites, mais moi, je pense que le bruit de la mer ne devrait pas empêcher le poisson de dormir. Et je savais où j'allais, donc c'était tout. Je me souviens encore... à l'université, je n'avais pas froid aux yeux quand je me levais encore pour aller regarder au tableau. Quand quelqu'un crie sur moi, je crie sur lui aussi. Et je lui dis, mais mon frère, j'ai payé comme toi, donc tu me laisses regarder tranquillement. Et puis je reviens. Mais aujourd'hui, si vous deviez éduquer un enfant à pouvoir s'insérer, vous lui diriez d'avoir de la tolérance, de la tempérance? Oui, bon, en fait, trop de tolérance tue la tolérance aussi. Oui, il faut être tempérant, il faut être tolérant.
mais il faut aussi donner de la voix quand c'est nécessaire. Oui, quand c'est nécessaire. Il ne faut pas rester sous l'arbre et ne pas parler. Et ne pas parler, c'est pas peur bon. que les oiseaux vous chient dessus. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais aujourd'hui, une autre curiosité, est-ce que vous avez des enfants qui sont atteints d'albinisme comme vous? Dieu m'a donné la grâce de faire 7 ans ou bien 8 ans avant d'avoir mon premier enfant. Ça change quoi? Bon, je ne sais pas. Si ce n'était pas le cas, j'allais déjà avoir des enfants. Donc, ah d'accord, vous avez qu'un seul. J'ai une fille. Et elle n'est pas atteinte d'albinisme? Non, elle n'est pas atteinte d'albinisme. Cette gamin n'est pas atteinte d'albinisme. C'est joli prénom aussi. Je ne vais pas répéter ça pour que les curieux ne prennent pas ça et commencent à chercher. Non, en fait, j'ai posé la question pour dire qu'on peut être atteinte d'albinisme et ne pas faire des enfants atteints d'albinisme. Moi, j'ai un filleul dont les parents sont un clair, l'autre est tout est noir et pourtant, il est atteint d'albinisme et pour autant, il n'est pas un enfant démuni parce qu'effectivement, il continue son cursus scolaire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez rencontré cette difficulté dans la sensibilisation, dans la promotion, les parents à un moment donné ne savent plus à quel sein se vouer, comment est-ce qu'il faut faire, à quelle autorité, vers quelle autorité se tourner. Bon, est-ce que c'est même autorité? Le problème, c'est quoi? Lorsque vous demandez, par exemple, à quelqu'un qui fabrique des lunettes, de fabriquer des lunettes particulières ou bien particulières, c'est quoi on dit? Particulière. C'est particulier. Mon français a pris un coup. Hein. Non. Donc les lunettes particulières pour des gens particuliers qui ne font pas 1% de la population, ça pose problème, il va refuser. Parce que faudrait-il avoir la garantie que tout le monde... Voilà, ce n'est pas rentable pour lui. C'est la même chose pour les personnes atteintes d'albinisme. En fait, quelle autorité s'assoit un jour et réfléchit pour dire les personnes atteintes d'albinisme, on va leur faire ceci? Non. C'est pour cela que les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes et leurs parents devront se lever pour dire c'est nous-mêmes qui devrons faire notre bonheur. Ce n'est pas les autres. C'est pour cela que nous, on se bat. Et on dit, si vous avez une personne atteinte d'albinisme, si vous avez un enfant atteint d'albinisme, contactez-nous. Nous n'avons pas de l'argent dans un coffre-fort pour vous donner. Mais au moins, nous allons vous donner les conseils. Nous allons vous dire comment vous pouvez faire pour que votre enfant soit épanoui. C'est ce que nous pouvons faire. Puisque nous, on a vécu le truc et on sait comment ça se passe. Donc, c'est quand même normal que nous puissions avoir les meilleures solutions avec nous. Ce que nous n'avons pas pu avoir, nous pouvons l'offrir à d'autres, puisque maintenant, nous avons aussi cherché et nous avons trouvé les bonnes manières. C'est comme ça. Si vous allez dans vos séances de sensibilisation vers les personnes les plus jeunes qui sont atteintes d'albinisme, quelles sont les questions qu'ils vous posent souvent? Première chose, est-ce que vous pensez vraiment que je peux réussir dans mes études? C'est ça. Il y a une perte de confiance, c'est ça? Oui, beaucoup. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Regardez, lorsque vous êtes un lion et tous ceux qui vous entourent vous répètent chaque jour que vous êtes un chat. Vous n'êtes qu'un chat, vous n'êtes qu'un chat. Vous finirez par croire que vous êtes un chat. Vous aimez les allégories? Mais c'est comme ça. Donc vous les remotivez? Je les remotive, je leur dis, écoutez, vous me voyez, je suis une personne atteinte d'albinisme et j'ai réussi mes études. Vous pouvez réussir vos études. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté, de détermination et de foi. Et personne n'a jamais dit que ce serait facile. Les personnes qui ne sont pas atteintes d'albinisme, qu'est-ce qu'ils vous disent que c'est facile pour eux? Ce n'est pas dans une classe où il y a une personne atteinte d'albinisme. C'est rare qu'on trouve que c'est cette personne atteinte d'albinisme qui est dernier tout le temps. Donc, celui qui est dernier, il n'a pas l'albinisme, par contre, il est dernier aussi. Donc, il a ses problèmes. Bien sûr. Donc, on leur remonte le moral en premier. Mais en deuxième position, ils disent, nous sommes brûlés par le soleil. Comment nous allons faire? Ça, c'est ça qui force notre plaidoyer aussi. On dit aux autorités, permettez que nos enfants portent des trucs. Vous voyez, mon ami Bonaventure, il a pris, ça marche. Écoute, j'aimerais bien faire comme lui, mais je ne peux pas.
depuis que j'ai commencé la sensibilisation moi-même, ça m'a changé. Et tout ce que je dois coudre désormais. Vous êtes obligé de faire des manchots. En plus de ça, j'ai mon écharpe, c'est pas pour le plaisir qu'on porte ça. C'est pour que lorsqu'il y a soleil, je puisse me couvrir. Voilà, je puisse me couvrir. C'est comme ça. Et j'ai toujours un chapeau à l'âge bord. C'est parce que je viens à l'émission que je ne l'ai pas sur moi. Mais j'ai le pain que je peux mettre sur la tête pour pouvoir me protéger contre les rayons. C'est normal que vous fassiez un plaidoyer parce qu'en classe, déjà, ce qu'on porte, c'est des manches courtes. Des manches courtes. Des culottes. Des culottes. Ça va être compliqué. Ça ne marche pas. Aussi, même auprès des parents, on dit que le fermé, ça coûte 4 000. Mais la chaussure fermée, ça coûte 4 000. L'autre pantoufle, là, ça coûte 700 ou bien 600. Donc, c'est moins cher. Mais le problème, c'est que le soleil peut brûler. Ou le pied. Les pieds. Oui. Donc, c'est ça. Vous êtes des personnes spéciales et donc il faut forcément des mesures spéciales. Spéciales. D'accord. Monsieur Dosoumon, à la sensibilisation, vous avez dit que vous avez beaucoup d'exemples, beaucoup de difficultés. Voilà que des jeunes se plaignent de comment est-ce qu'ils peuvent affronter leur avenir, comment est-ce qu'ils peuvent se protéger du soleil. Quelles sont les autres difficultés que même les parents, parce que forcément des parents viennent à ces sensibilisations-là, quelles sont les difficultés que ces parents-là posent? En dehors des difficultés liées aux enfants eux-mêmes, pour la plupart du temps, il y a de ces parents qui sont toujours, qui gardent toujours la connaissance traditionnelle. Bon, c'est normal, on est dans une société où on ne peut pas s'en passer. Donc il y a toujours l'influence, quoi qu'en soit ce que nous disons. Les empêche de faire quoi? De protéger leurs enfants? Je vais dire que cette influence perturbe beaucoup de choses parce que vous travaillez à la sensibilisation. Nous travaillons d'une manière scientifique. Par exemple, on fait appel à des spécialistes de la santé, des docteurs. Pour venir en parler. Par rapport à leur vision, par rapport à leur peau également. Mais en dépit de tout ça, il y a également cette connaissance traditionnelle là, qui pèse, qui est toujours là. Et qui constitue un véritable handicap. Vous voyez? Donc, le travail que nous faisons davantage et que nous allons progresser dedans. Je ne sais pas, comment on dit, influencé par la tradition, les parents disent quoi? Oui, influencé par la tradition, vous savez, il y a de ces parents qui sont beaucoup réticents. Ils sont beaucoup réticents. À envoyer leur enfant à l'école ou je ne sais pas? Je veux comprendre, pour eux, les enfants qui sont atteints d'albinisme doivent rester où, à la maison, c'est ça? Mais il y a de ces parents-là qui disent que c'est nous, en tant que responsables de la sensibilisation, là, qui allons assurer la sécurité de leurs enfants. Oui, c'est justement pour ça que je pose la question quand je parle de structure habilitée, parce qu'effectivement, moi, je me rappelle de ce fil dont je parle. Quand les parents l'ont eu, les parents étaient affolés. Affolés en ce sens qu'ils se demandaient, quand l'enfant va grandir, comment est-ce que cet enfant pourrait aller à l'école et pourrait s'inclure dans les autres enfants et être épanoui. À un moment donné, même effectivement, ils ont cherché à voir si des structures, les centres de promotion sociale et autres, pouvaient les accompagner à travers les conseils. C'est pour cela que je demande, qu'est-ce que les parents vous posent comme préoccupation? Et donc, c'est une question... Parce que déjà, quand on sait que on dit que c'est une divinité, c'est des personnes sensibles, et que les moyens n'existent pas, c'est difficile. Il y a de ces parents qui ne sont pas pour autant... Ils ont fait des enfants, mais ils sont prêts à abandonner. Carrément. Il y en a qui abandonnent, qui mettent les enfants où? Complètement leurs responsabilités. Et mettent les enfants où? Ils laissent les enfants à eux-mêmes. Ils abandonnent les enfants. Nous avons eu ils vivent avec les enfants, mais ils ne s'en occupent pas. Non? Il y en a même qui ont abandonné les enfants. Il y en a qui ont abandonné les enfants, qui ont laissé les enfants à la charge des mères, de la maman. Ouais, donc c'est tout un travail de sensibilisation. Donc nous, ce que nous faisons et ce que nous avons fait davantage, c'est de sensibiliser, c'est d'appeler les parents et de parler avec eux. Parce qu'après tout, c'est eux, c'est leurs enfants. Nous, on va faire ce qu'on peut et nous faisons ce que nous pouvons. Maintenant, le plus gros revient à eux. Ils vivent avec leurs enfants et c'est à eux de continuer le travail. Ouais. L'autre problème que les parents posent également, c'est qu'il y en a qui pensent que, bon, nous on vient avec des millions, on vient avec de l'argent pour les distribuer, pour les aider à éduquer les enfants. C'est bien même quand il y a un enfant atteint d'albinisme qui a un mot de tête quelque part, on vous appelle, on vous dit, mon enfant a un mot de tête, ou bien s'il y a un enfant il y a un enfant qui a des maux de ventre, on vous appelle, on vous dit, comme si vous
vous deviez tout faire. Vous voyez? Donc, nous, on est limité dans nos actions. Et le tout revient aux parents. C'est un travail de sensibilisation, et de responsabilité au niveau des parents. L'autre niveau aussi, c'est que, vous savez, les problèmes de discrimination, de rejet, ne sont pas nécessairement... bon, on ne va pas dire que tous les parents rejettent les enfants. Les parents n'en font pas d'ailleurs assez. Moi, j'ai grandi avec des personnes atteintes d'albinisme qui étaient très épanouies, très chouchoutées par leurs parents et qui sont devenus des intellectuels confirmés. Il y a de ces parents qui sont vraiment responsables. Nous en avons vu, de ces élèves-là qui sont vraiment protégés. Qui sont tellement mignons. Nous avons qui sont vraiment protégés. L'enfant pour aller à l'école, pour des parents qui ont les moyens, il y a un chauffeur personnel pour l'enfant. L'enfant descend de l'école, c'est le véhicule directement, c'est la maison. L'enfant est protégé. On a fait l'enfant pour le protéger. Ouais, donc, mais en dehors de tout ça, en dehors de ce que les parents font, il y a également la société qui influence également. Mais doit-on toujours regarder, doit-on toujours faire attention au regard de la société, monsieur? On ne va pas négliger ça. Oui, mais on ne va pas s'y accrocher non plus. Nous sommes en train, oui, on ne va pas s'accrocher, mais nous sommes en train de parler de l'inclusion. Et les enfants atteints d'albinisme ou bien les personnes atteintes d'albinisme, on ne va pas aller créer une autre société. Je suis d'accord. Ils doivent vivre, ils sont avec nous dans la société. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi même que quelquefois, quand on va à des sensibilisations, il y a de ces personnes, de ces parents ou de ces responsables à qui nous disent, mais est-ce que vous n'allez pas créer une école pour les enfants atteints d'albinisme? Ah non, on ne va pas le faire. Ouais. Ça, c'est de la discrimination pure. On ne va pas le faire. Donc ça donnerait un cachet spécial à la discrimination. Attendez, ça veut dire que si ces enfants deviennent des présidents de la République demain, ils vont gérer un monde à part, c'est ça? C'est pourquoi il faut leur créer leur marché aussi. Non. Donc, davantage, serait plus coûteux. Donc, davantage, non, si on en arrive là, c'est que c'est grave. On est farouchement contre ça. On ne va pas y arriver. Vous voyez? Donc, mais il y a la société, ceux-là qui ne sont pas des parents d'enfants, qui n'ont pas d'enfants atteints d'albinisme. Moi, je n'en ai pas, mais je les défends. Mais il y en a qui pensent que, comme on l'a dit au début, compte tenu des préjugés, on dit qu'ils sont des divinités. Il y en a qui pensent qu'un enfant d'atteint d'une source de richesse peut être dessous d'opportunités. Mais quand vous ne semez pas, vous ne récoltez pas. Si l'enfant est source de richesse, que vous n'investissez pas en lui, vous le récoltez comment? Madame. Bon, quand je parle de source de richesse, ce que je voudrais mettre dedans, c'est quoi? En dehors même de l'éducation que les parents donnent à l'enfant. Ils vont vendre l'enfant là. Non, je ne parle pas des parents. Quand je parle de la société, c'est que la société aujourd'hui, quelquefois, constitue une source d'insécurité pour les personnes atteintes d'albinisme. Oui. Lorsque ton enfant sort et tu n'es pas sûr que l'enfant va revenir à la maison. On a qu'ils ont vendu dans d'autres pays. Lorsque ton enfant sort et revient à la maison, ou bien on le retrouve avec un seul bras, ou bien on le retrouve avec, c'est pas, sans la tête, ou bien l'un de ses organes a été enlevé parce que quelqu'un pense que simplement avec l'un de ses organes peut s'enrichir, il peut se faire de l'argent, il peut se faire de la chance, il peut se créer des opportunités. Vous allez accepter que la société constitue une source d'inquiétude, une source d'insécurité. Alors qu'on devrait les protéger. Donc, la sensibilisation s'élargit également au niveau des acteurs de la société, en dehors des parents également, au niveau de tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné. Oui, tout le monde est concerné et c'est de notre société dont nous parlons. Monsieur Roueté ou Franck Ronsa, c'est difficile d'être une personne atteinte d'albinisme, pas seulement qu'au Bénin, en Afrique surtout, parce qu'on ne voit pas encore, alors que dans d'autres pays, même européens, il y a des enfants qui ont d'autres problèmes plus difficiles de peau, et pourtant qui vivent, qui sont protégés dans leur société. Aujourd'hui, quels sont les autres droits, au-delà de l'éducation, qu'on doit conserver et protéger pour les personnes atteintes d'albinisme? Merci beaucoup. Je mets un point d'honneur sur le droit à l'éducation parce que l'éducation, c'est la vie. Bien sûr, si quelqu'un n'est pas éduqué, c'est que son avenir est hypothéqué. Mais quand vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Voilà. Et je ne dis pas ça pour faire l'apologie de l'école du blanc, non, c'est pas comme ça. Mais une éducation, quelle qu'elle soit, elle est vitale. Maintenant, il y a le droit à la vie. Le 5 août dernier, nous avons alerté l'opinion publique nationale et internationale sur l'enlèvement d'une petite fille atteinte d'albinisme de 11 ans qui est dans le Koufo. Et Dieu merci. L'enfant a été retrouvé? Oui, l'enfant a été retrouvé et il y a actuellement 5 personnes incarcérées
au tribunal de Lokossa maintenant pour ça. Et nous attendons avec impatience le procès final. Qu'est-ce qu'ils voulaient en fait? Ah, il voulait vendre l'enfant, sacrifier l'enfant. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire que la sécurité des personnes atteintes d'albinisme est toujours un problème majeur. À la date d'aujourd'hui, j'ai connaissance de 2009 à aujourd'hui, j'ai connaissance de 5 cas où les gens sont portés disparus ou bien décapités ou bien tués. Voilà, au Bénin. Ouais. Et il y a le droit à la vie. Il y a le droit à une vie sociale épanouie. Ouais. Et comme je le disais, comme le disait M. Bonaventure, nous ne vivons pas dans une autre société, nous vivons dans cette société-là. Et il faut, pour que ce droit-là soit, pour qu'on jouisse de ce droit, il faut que la société comprenne que nous ne sommes pas autre personne que eux. C'est juste la couleur de peau qui change. Il y a le droit à la santé. Le droit à la santé, vous savez, le cancer de la peau, c'est quelque chose qui coûte vraiment cher. Ça peut aussi attaquer les yeux. Et quand ça attaque les yeux, c'est deux choses qu'on fait. La première chose, c'est enlever l'œil. La deuxième chose, c'est laisser et ça attaque le cerveau et on meurt. Et pour cela, dans d'autres pays, comme le Nigeria, comme le Kenya, comme la Tanzanie, il y a des examens périodiques de la peau pour les personnes atteintes d'albinisme et c'est gratuit. Et on fait les gousses de cancer de peau qui sortent, on les tue dans l'œuf et la personne atteinte d'albinisme peut avancer en toute quiétude. Mais ici, il n'y en a pas encore. Nous nous battons. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Nous nous battons pour cela. Cette année, par exemple, nous sommes en train de faire l'expérience avec 15 enfants atteints d'albinisme où nous payons leur scolarité. Nous avons fait les consultations ophtalmo et nous allons faire la dermato aussi très prochainement grâce au Rotary Club Cotonou, le Nautil qui nous accompagne. Vous voyez, nous ne pouvons que faire que ce que nous avons les moyens de faire. Mais nous allons toujours nous battre et continuer à appeler les autorités pour dire c'est votre travail. Nous sommes dans le pays et nous sommes des citoyens. Et ce que nous sommes en train de faire dans le pays, là, je suis traducteur, je traduis des documents, ça profite au pays. Je suis pasteur, j'enseigne les gens à l'église, les gens deviennent des personnes nouvelles, ça profite à notre pays. Donc si on ne nous protège pas, comment nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice? Donc c'est comme ça, les autorités doivent prendre en charge, prendre leurs responsabilités. C'est important. Monsieur Dossoumo, éducation inclusive, droit à la vie, protection, sécurité, vie sociale épanouie et surtout protection sanitaire. Voilà quelques propositions de droits à protéger pour les personnes atteintes d'albinisme. Est-ce que vous avez d'autres à compléter? Je voudrais apporter quelques compléments à ce que M. Franck a dit, surtout au niveau du droit à la vie. Du droit à la vie. Vous savez, pour les quelques cas d'enlèvement, de disparition, et de mort. De mort, de personnes atteintes d'albinisme que nous avons connues. On n'a pas eu de procès digne de ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de ces dossiers-là qui traînent toujours au tribunal de Cotonou. Les parents se sont plaints, se sont rapprochés de la police judiciaire, des responsables de la police. Mais juste là, il n'y a pas eu de suite. Ouais, il n'y a pas eu d'enquête. C'est un peu comme si ça se passe. Et puis, chacun fait ce qu'il peut, et puis on laisse ça comme ça dans la durée, dans le temps, sans justice. Donc, dès que la justice serait rétablie, dès qu'on va commencer par rétablir véritablement la justice, vous voyez, les gens, ces criminels-là pourront davantage avoir peur. Ils pourront rentrer en eux-mêmes et se dire, attention, là où nous allons, là, ce n'est pas bien. L'autre chose également, je voudrais revenir sur le droit à l'éducation, parce que nous allons aux examens de fin d'année. Il y aura des examens d'ici là. Et les enfants vont composer. Ils vont composer. Et qu'est-ce qui va se passer? On va les mettre dans les mêmes conditions que les compétents qui ne sont pas atteints d'albinisme. On va leur accorder la même durée de composition. C'est un peu comme si on mélangeait les personnes handicapées visuelles aux personnes normales. Exactement.
Exactement. Et donc, on va s'attendre au même résultat. Et lorsque l'enfant ne va pas réussir, on va dire, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait ceci. Notre plaidoyer qu'on a fait en novembre passé, nous avons tiré l'attention des autorités là-dessus. Nous leur avons dit, lors du remplissage des fiches d'inscription aux examens, faites un petit casier là et êtes-vous personne atteinte d'albinisme? Et là, cela suffit largement pour que lorsque l'enfant atteint d'albinisme, quand il sera en train de remplir les fiches d'inscription pour les examens, arrivé là, il va dire, je suis personne, il va cocher. Et vous allez pouvoir identifier et augmenter la taille de l'épreuve. Ne disons pas, pour le moment, on ne dit pas, pour le moment, on ne dit pas qu'il faut augmenter la durée de la composition, parce qu'ils ne vont pas avoir une autre durée par rapport aux autres. Mais le minimum, le format dans lequel l'épreuve est. On peut le faire déjà là, c'est d'augmenter la taille des épreuves. Parce qu'il doit pouvoir se sentir à l'aise quand il sera en train de lire les épreuves. Et donc, nous invitons vraiment les autorités en charge de l'éducation dans notre pays à ça, à veiller à ça, ou à se rapprocher de nous. Lorsqu'ils veulent des informations davantage, à se rapprocher. Nous sommes disposés, nous sommes là, leur fournir des informations, à leur donner de quoi ils ont besoin pour les accompagner. Monsieur Ouetté ou Franck Ronsa, votre message pour les autorités, pour vos pères atteints d'albinisme? Pour les autorités, je vais dire, lorsque nous ne connaissons pas quelque chose, on ne peut pas nous accuser de ne l'avoir pas fait. Et durant toute cette émission, nous avons dit ce qu'il faut faire. Si vous nous suivez, le minimum que vous pouvez faire, c'est de nous rejoindre dans le combat. Sinon que de venir nous prendre le combat. Oui, parce que c'est votre responsabilité, chers autorités. Chers personnes atteintes d'albinisme, ce que je vais dire, c'est il n'y a rien, il n'y a aucun succès qui s'obtient au rabais. Et la réussite n'a pas d'ascenseur. Il faut prendre les escaliers. La vie est difficile. Et nous avons, en tant que personnes atteintes d'albinisme, à faire un double effort. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez rien. Je fais un clin d'œil, puisque nous sommes sur Internet, à M. Mwemba Texas, du Congo, de la RDC, qui a été champion d'Afrique de catch. Catcheur. Les gens lui ont dit, on va te casser les yeux. Mais il a été champion d'Afrique, malgré son albinisme. Donc, personne ne doit nous dire que nous ne pouvons rien. Et je voudrais nous inviter à éviter le soleil de toutes ses formes. Merci beaucoup. Monsieur Dossoumo. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette opportunité, pour cette occasion. C'est une lutte commune. Cela montre déjà votre engagement. Cela est la preuve. Alors ne me remerciez pas, je ne sais que ce que je dois faire. Donc, merci pour l'accompagnement quand même. Je voudrais inviter les autorités à prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas qu'on n'en voit pas assez. Ce n'est pas qu'on ne voit pas assez de personnes atteintes d'albinisme qui n'en existent pas. Il y en existe. Il y en a. Et ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Donc, je voudrais inviter l'État et les responsables, les autorités à divers niveaux à prendre leurs responsabilités et à se pencher sur cette couche de la société. Je voudrais inviter également les parents à s'occuper de leurs enfants parce que le tout leur revient. Si l'enfant réussit, c'est eux. C'est d'abord leur bonheur. Si l'enfant se retrouve à un grand pot de responsabilité, demain, c'est pour eux. Donc, je voudrais vraiment leur inviter à beaucoup plus de veille, beaucoup plus d'attention envers les enfants. Et pour les enseignants, je voudrais vraiment les encourager pour ce qu'ils font déjà et leur dire de mieux s'occuper des enfants atteints d'albinisme qui sont à leur charge en situation de classe. De les passer toujours devant. Sur les bancs de devant en situation de classe, de ne pas les mettre derrière. Et si l'enfant ne voit pas bien et veut se rapprocher du tableau, d'être tolérant envers l'enfant, d'accepter afin que l'enfant puisse mieux recopier ses leçons et de l'accompagner également dans son cursus scolaire pour que l'enfant n'abandonne pas les études. Parce que si l'enfant abandonne les études, c'est que c'est encore grave. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. C'est nous qui remercions ces internautes qui, chaque semaine, chaque jour, prennent de leur temps, de leur énergie, de leurs finances
pour nous suivre. C'est très important d'accompagner tous les enfants béninois, tous les enfants africains à l'éducation et les accompagner surtout à participer au développement de leur nation. On retient que les personnes atteintes d'albinisme doivent faire preuve de volonté, de détermination et de foi pour participer au développement de leur nation. Rien n'est encore perdu, tout est encore à gagner. Il suffit de le vouloir. Pour les autorités, il faut que les droits de ces enfants soient respectés. C'est vrai qu'au Bénin, nous avons une convention sur les droits de l'enfant, mais les personnes atteintes d'albinisme également sont nos enfants, des citoyens de demain. Ils ont besoin d'être protégés, de bénéficier de ce droit à l'éducation, une éducation inclusive qui leur offre quelques possibilités d'être au même niveau que les autres enfants normaux. Le droit à la vie, à la protection et à la sécurité, c'est important que jamais plus on ne dise que telle personne a disparu parce qu'il est un enfant atteint d'albinisme, telle personne a été tuée parce qu'il est un enfant atteint d'albinisme pour je ne sais quel but. Je pense que c'est très important de protéger ces enfants qui peuvent véritablement changer le monde demain parce qu'on ne connaît pas leur avenir, leur destin. Et le plus important, que leur vie sociale soit plus épanouie, qu'ils aient un accès plus facile au secteur de la santé parce qu'ils ont un problème de santé, ils ont besoin de protection dans ce sens-là et que véritablement les personnes impliquées dans des meurtres ou dans des violences sur des enfants atteints d'albinisme soient punies par la justice. C'est important. Ce n'est que ça qui fait que dans la société, d'autres personnes ont peur de commettre des actes pareils. Leur durée de vie étant limitée, les parents ont l'obligation. J'ai toujours dit que nous avons une responsabilité indéniable quand on est parent. On ne choisit pas ses enfants, mais quand on les a, on a le devoir de les protéger, de les accompagner, de les encourager à être mieux que nous demain, quel que soit leur statut. Et pour finir, je vais conclure avec cette phrase de M. Ouetterou Moussa: venez nous rejoindre dans le combat de la protection de nos enfants. C'est vrai que tout au long de la fin de l'année 2017 et en ce début d'année, nous faisons plus un clin d'œil sur nos enfants parce que nous savons qu'ils sont l'avenir de demain, qu'ils sont les citoyens de demain. Et si vous voulez nous rejoindre et nous accompagner, un seul numéro, 94 24 81 89, un seul canal, www.ezaetv.com, en direct depuis le Bénin. À très bientôt.